Et si je vous disais qu'un peuple de nomades, vivant dans les steppes glacées de Mongolie, est parvenu en moins d'un siècle à bâtir le plus vaste empire terrestre de toute l'histoire humaine, un empire si immense qu'il s'étendait de la mer du Japon jusqu'aux rives de la Méditerranée, reliant pour la première fois l'Orient et l'Occident. Mais comment ces cavaliers farouches, connus pour leur endurance et leur arc redoutable, ont-ils réussi une telle prouesse? Et surtout, quel héritage ont-ils laissé derrière eux? Bienvenue dans cette plongée fascinante dans l'histoire de l'Empire mongol, une aventure faite de conquêtes, de batailles, mais aussi de commerce, d'échanges culturels et d'innovation. Avant de commencer, prenez un instant pour liker la vidéo, vous abonner, commenter et partager. Votre soutien est essentiel pour que nous continuions à faire vivre l'histoire ensemble. Restez avec moi jusqu'à la fin, car l'histoire de l'Empire mongol n'est pas seulement celle d'un peuple conquérant. C'est aussi celle d'une révolution mondiale, d'un monde qui a changé à jamais. 1. Origine. La naissance d'un empire. Les Mongols, avant de devenir un empire redouté, n'étaient qu'une mosaïque de tribus nomades éparpillées dans les vastes steppes d'Asie centrale. Leur vie était rude, réglée par les saisons et dictée par les besoins de leurs troupeaux. Ces peuples vivaient dans des yourtes, se déplaçaient constamment et possédaient une arme secrète qui allait changer l'histoire, le cheval. Rapide, résistant, capable de parcourir d'immenses distances sans repos, les chevaux mongols étaient la clé de leur survie et allaient bientôt devenir la clé de leur domination. C'est dans ce contexte difficile qu'en 1162 naît un certain Temujin au sein de la tribu des Borjigin. Sa naissance n'a rien d'exceptionnel à première vue, mais son destin, lui, va bouleverser le monde. Temujin connaît très tôt les épreuves. Son père, chef de clan, est empoisonné par une tribu rivale alors qu'il n'est qu'un enfant. Sans protecteur, sa famille est rejetée et réduite à la misère. Temujin, avec sa mère et ses frères, survit en pêchant, en chassant et parfois en volant pour ne pas mourir de faim. Mais loin de briser son esprit, ces épreuves forgent en lui une volonté de fer. Dès son adolescence, Temujin se distingue par son intelligence, son courage et surtout sa capacité à rallier les autres. Dans un monde où les alliances se font et se défont au gré des intérêts, il comprend très vite que l'unité est la clé de la puissance. Peu à peu, il rassemble autour de lui un groupe de fidèles. Contrairement aux coutumes de l'époque, il ne choisit pas ses compagnons uniquement selon leur naissance noble, mais selon leur mérite et leur loyauté. Cette approche nouvelle attire à lui des guerriers talentueux issus de toutes les tribus. En 1206, après des années de bataille, de trahison et de conquête, Temujin parvient à accomplir ce que personne n'avait réussi avant lui: unifier les tribus mongoles. Lors d'un grand conseil appelé Kurultaï, il est proclamé Gengis Khan, c'est-à-dire souverain universel. À cet instant précis, un simple chef nomade devient le fondateur du futur empire mongol, destiné à devenir le plus vaste de l'histoire humaine. Ce qui rend ce moment encore plus incroyable, c'est que les Mongols ne disposaient ni de grandes villes, ni d'une technologie avancée, ni de richesses immenses. Ils avaient en revanche une organisation militaire sans faille, une mobilité incomparable et une discipline de fer. Gengis Khan transforma un peuple de bergers et de cavaliers, une armée invincible. C'est ainsi que naît l'Empire mongol, d'un homme, d'une vision et d'une détermination à toute épreuve. Mais ce n'est que le début de l'histoire, car bientôt ces cavaliers venus des steppes allaient déferler sur l'Asie et l'Europe, bouleversant à jamais l'ordre du monde. De l'âge d'or, la puissance fulgurante de l'Empire mongol imaginait un empire si vaste qu'il reliait l'océan Pacifique aux plaines de l'Europe centrale. Un empire où un cavalier pouvait parcourir des milliers de kilomètres sans jamais quitter ses terres. Cet empire, c'est celui des Mongols, à leur apogée au XIIIe siècle. Après l'unification des tribus par Gengis Khan en 1206, une série de conquêtes foudroyantes transforme les steppes mongoles en cœur battant du plus grand empire terrestre de l'histoire. À son apogée, il couvre près de 33 millions de kilomètres carrés, soit environ 22% des terres émergées de la planète. Une armée redoutable et révolutionnaire. La clé de cette expansion fulgurante? L'armée. Les guerriers mongols n'étaient pas de simples cavaliers. Ils étaient des archers montés d'une efficacité redoutable. Leur arc composite, petit mais incroyablement puissant, pouvait percer une armure à distance. Et surtout, leur tactique consistait à frapper vite, reculer pour attirer l'ennemi, puis contre-attaquer par surprise.
Chaque soldat disposait de plusieurs chevaux, ce qui lui permettait de changer de monture en pleine campagne et d'avancer sans jamais ralentir. Les armées mongoles pouvaient parcourir jusqu'à 150 km en une seule journée, une vitesse impensable pour les armées européennes ou chinoises de l'époque. Mais plus encore que leur rapidité, c'était leur discipline et leur organisation qui impressionnaient. Gengis Khan avait instauré une structure militaire claire, des unités de 10, 100, 1000 et 10 000 hommes. La loyauté était absolue et la désobéissance pouvait être punie de mort. Cette rigueur transforma une confédération de tribus en une machine de guerre implacable, économie et prospérité sur la route de la soie. Au-delà des conquêtes, l'empire mongol brilla aussi par son rôle économique. Une fois les territoires soumis, les Khans mirent en place un système étonnant pour l'époque, la protection des routes commerciales. La fameuse route de la soie, reliant la Chine à l'Europe, fut sécurisée par les Mongols. Les marchands pouvaient traverser l'empire avec une relative sécurité, grâce aux postes de garde et aux relais appelés yam. Ces relais permettaient de changer de chevaux rapidement et d'envoyer des messages d'un bout à l'autre de l'empire en un temps. Le commerce connut alors un essor spectaculaire. Soieries, épices, pierres précieuses, porcelaine, mais aussi idées, technologies et même maladies, comme la peste noire, circulèrent d'un continent à l'autre. Culture et échanges intellectuels. Contrairement à l'image uniquement destructrice que l'on garde souvent d'eux, les Mongols furent aussi des passeurs de culture. Sous le règne des successeurs de Gengis Khan, notamment de son petit-fils Kubilai Khan, l'empire devint un véritable carrefour du monde médiéval. À Pékin, rebaptisé Khanbalik, Kubilai fonda la dynastie Yuan en Chine et encouragea les arts, la science et la religion. Des astronomes persans, des médecins arabes, des artisans chinois et des marchands vénitiens, comme Marco Polo, traversèrent ces terres. Marco Polo lui-même raconta avec émerveillement la richesse et la diversité culturelle de la cour mongole. Le pluralisme religieux était également remarquable. Les Mongols toléraient le bouddhisme, l'islam, le christianisme et le chamanisme. Cette ouverture favorisa la coexistence pacifique de peuples très différents sous une même bannière. L'apogée d'un empire sans équivalent. À son âge d'or, l'empire mongol n'était pas seulement une puissance militaire colossale, mais aussi un espace où l'Orient et l'Occident se rencontraient. Il permet des échanges sans précédent qui ont façonné durablement l'histoire du monde. Et pourtant, derrière cette grandeur, les tensions commençaient à poindre. Car un empire si vaste était difficile à contrôler. Les rivalités internes, les défis logistiques et les résistances locales allaient bientôt ébranler ce colosse des steppes. 3. Les grands dirigeants de l'empire mongol. Un empire aussi vaste que celui des Mongols ne pouvait se maintenir sans des chefs exceptionnels. L'histoire de cet empire est indissociable des figures qui l'ont façonné. Chacun d'eux, par son génie, ses choix et ses ambitions, a laissé une empreinte durable. Du fondateur légendaire au bâtisseur d'administration et au conquérant des terres lointaines, ces dirigeants incarnent à la fois la force et la fragilité d'un empire hors norme. Gengis Khan, le conquérant visionnaire, tout commence avec Temujin, né en 1162 dans les steppes glacées de Mongolie. Son enfance est marquée par la pauvreté, la trahison et la survie. Mais c'est précisément cette dureté qui forge en lui un caractère indomptable. À force de courage et de stratégie, il réussit l'impensable. Unifier les tribus mongoles, réputées pour leur indépendance et leurs querelles incessantes. En 1206, lors d'un grand conseil, il reçoit le titre de Gengis Khan, souverain universel. Son règne se distingue par un mélange unique de brutalité et d'innovation. Sur le plan militaire, il perfectionne l'art de la guerre de mouvement, utilise les faux retraits, l'espionnage, la terreur psychologique et l'organisation en unités hiérarchiques, 10, 100, 1000, 10 000 hommes. Mais au-delà du champ de bataille, il impose un code de loi, le yassa, qui instaure une discipline stricte et encourage la loyauté, l'égalité entre guerriers et même une certaine tolérance religieuse. Sa vision dépasse la simple conquête. Il veut créer un ordre mondial où le commerce et la circulation des savoirs seraient protégés. En moins de 20 ans, il soumet une grande partie de la Chine, de l'Asie centrale et de la Perse. Lorsqu'il meurt en 1227, il laisse un empire immense et une organisation si solide qu'elle lui survivra. Ögedei Khan, l'administrateur et l'expansion vers l'ouest après la mort de Gengis, son troisième fils, Ögedei, prend le titre de Grand Khan en 1229.
Moins charismatique que son père, il compense par une capacité administrative remarquable. Sous son règne, l'Empire se dote d'une capitale fixe, Karakorum, symbole de stabilité et de centralisation. Ögödei continue les conquêtes, mais avec une méthode plus structurée. Il pousse les campagnes vers la Russie, l'Europe de l'Est et la Perse. En 1241, ses armées écrasent les Polonais à Liegnitz et les Hongrois à Mohi. L'Europe entière tremble. Les cavaliers mongols sont aux portes de Vienne. Mais sa mort soudaine en 1240 et un stop net cette avancée, car les généraux doivent rentrer en Mongolie pour élire un nouveau grand khan. Au-delà des batailles, Ögödei développe aussi le réseau de relais postaux, YAM, facilitant la communication et le commerce dans un empire aussi vaste. Grâce à lui, les Mongols ne sont pas seulement des conquérants, mais aussi des gestionnaires d'un territoire mondial. Kubilai Khan, l'empereur bâtisseur de la Chine. Sans doute le plus célèbre après Gengis, Kubilai Khan, petit-fils du fondateur, incarne un autre visage de l'Empire. Couronné grand khan en 1260, il fonde en 1260 et 11 la dynastie Yuan en Chine, devenant le premier non-Han à régner sur tout l'Empire du Milieu. Kubilai déplace la capitale à Khanbalik, futur Pékin, transformant la steppe nomade en un centre de civilisation urbaine et raffinée. Il favorise les arts, les sciences et les échanges internationaux. Sous son règne, la Chine devient le cœur battant de l'Empire, et des voyageurs comme Marco Polo décrivent émerveillés la richesse et la splendeur de sa cour. Mais Kubilai n'est pas qu'un bâtisseur. Il poursuit aussi les conquêtes, il soumet la Corée, tente d'envahir le Japon à 2 reprises, en 1274 et 1281, mais échoue face aux célèbres kamikazes, les vents divins qui détruisent sa flotte. Malgré ses revers, son règne reste l'apogée culturel et politique de l'Empire mongol. Autre figure marquante, parmi les autres dirigeants, on peut citer Batu Khan, petit-fils de Gengis, fondateur de la Horde d'Or en Russie, qui établit une domination durable sur les principautés slaves. Hulagu Khan, autre petit-fils, qui fonde l'Ilkhanat de Perse après avoir détruit Bagdad en 1258, un événement qui marque la fin du califat abbasside. Chacun d'eux contribue à la fragmentation progressive de l'Empire, mais aussi à sa pérennité, puisque ces khanats régionaux perpétuent l'héritage mongol bien après la mort de Gengis. Héritage des grands khans. Ce qui distingue les dirigeants mongols, c'est leur capacité à adapter leur empire aux cultures conquises. Certains furent de terribles destructeurs, mais aussi des bâtisseurs, des organisateurs et des visionnaires. Leur héritage ne se limite pas à la conquête. Il inclut la circulation des idées, la tolérance religieuse, l'art de gouverner un empire multiethnique et une efficacité militaire qui inspire encore aujourd'hui. 4. Les défis et crises de l'empire mongol. Un empire qui s'étend sur plus de 30 millions de kilomètres carrés ne peut éviter les épreuves. Si l'empire mongol a connu des victoires éclatantes et une prospérité inégalée, il a aussi dû affronter de nombreux défis internes et externes. Ces crises, parfois surmontées, parfois fatales, ont peu à peu fissuré la grande construction des khans. La difficulté de gouverner un empire trop vaste, l'un des premiers problèmes de l'empire fut sa propre immensité. De la Corée à la Hongrie, du golfe Persique à la Sibérie, les distances étaient colossales. Même avec le système de relais postaux, YAM, il fallait parfois des mois pour transmettre un ordre. Gouverner des dizaines de peuples aux langues, cultures et religions différentes était un défi permanent. L'administration mise en place par Gengis et perfectionnée par ses successeurs fonctionnait, mais elle reposait sur une hiérarchie fragile. Chaque khan avait une certaine autonomie, ce qui favorisait les rivalités et les ambitions personnelles, les luttes de succession. Contrairement à d'autres monarchies, l'Empire mongol n'avait pas de règles claires de succession. Chaque nouveau grand khan devait être élu lors d'un Kurultai, une grande assemblée des nobles. Mais ces élections étaient souvent source de conflits. Après la mort de Gengis en 1227, l'élection d'Ögödei se passa relativement bien, mais par la suite, les rivalités entre ses descendants et ceux de ses frères provoquèrent des guerres civiles. Le rêve d'un empire uni commença à se fragmenter. En Russie naquit la Horde d'Or, en Perse l'Ilkhanat, en Asie centrale le Khanat de Jagatai, et en Chine la dynastie Yuan de Kubilai. Les résistances locales et révoltes.
Si les Mongols avaient su imposer leur domination par la terreur et la puissance militaire, les peuples conquis ne restèrent pas toujours dociles. En Chine, en Perse, en Russie et même en Asie mineure, des révoltes éclatèrent régulièrement. Certaines furent écrasées dans le sang, d'autres finirent par user les Mongols à long terme. L'exemple le plus frappant est celui de la Chine. Malgré la puissance de Kubilai Khan, les Mongols restaient une minorité étrangère. Leur domination suscita du ressentiment, qui éclata après sa mort et entraîna la chute de la dynastie Yuan en 1368. Les échecs militaires, même les armées les plus redoutables, connaissent des revers. Pour les Mongols, l'un des plus célèbres fut la tentative d'invasion du Japon. En 1274 puis en 1281, Kubilai Khan envoya d'immenses flottes pour soumettre l'archipel. Mais à chaque fois, des typhons, surnommés kamikazes, les vents divins, détruisirent la majeure partie de ses navires. Ces échecs mirent fin aux rêves mongols de conquête maritime et coûtèrent des ressources considérables. En 1260, lors de la bataille d'Ain Jalut en Palestine, les Mamelouks d'Égypte infligèrent aux Mongols leur première grande défaite sur terre. Cette victoire marqua un coup d'arrêt à leur expansion vers l'ouest et sauva le Moyen-Orient d'une domination totale. La peste noire. Un ennemi invisible, l'un des défis les plus terribles pour l'Empire mongol fut la peste noire. Ironie de l'histoire, ce fléau se répandit grâce au réseau commercial sécurisé par les Mongols. Vers le milieu du XIVe siècle, la maladie partie d'Asie centrale atteignit l'Europe, tuant des dizaines de millions de personnes. La peste décima aussi les populations de l'Empire, affaiblissant son économie et sa capacité militaire. Ce coup invisible, combiné aux guerres internes, accéléra le déclin. Corruption et perte des valeurs. À mesure que les générations passaient, l'esprit des steppes s'éloignait. Les khans installés dans des palais, entourés de luxe, perdaient parfois la discipline et la rudesse qui avaient fait la force de Gengis. La corruption et les excès sapèrent l'autorité centrale. Dans certains khanats, les élites mongoles adoptèrent les coutumes locales au point de perdre leur identité. En Chine, par exemple, les Yuan devinrent peu à peu des empereurs chinois, comme les autres, mais sans l'assise politique nécessaire pour durer. Un empire en perpétuel déséquilibre. Ainsi, les défis de l'empire mongol étaient multiples. Distance immense, lutte de pouvoir, résistance locale, épidémie, corruption. Chacun de ces éléments pris isolément aurait pu être gérable. Mais ensemble, ils formaient une tempête qui allait, peu à peu, fragmenter puis faire disparaître l'unité du plus grand empire terrestre de l'histoire. 5. La chute ou transformation de l'empire mongol. Tout empire, aussi puissant soit-il, finit par atteindre ses limites. Celui des Mongols, né de la vision et de la brutalité de Gengis Khan, s'est étendu à une vitesse fulgurante. Mais sa fragmentation a été tout aussi inévitable. La chute ne s'est pas produite en un seul jour, mais par une lente désagrégation, marquée par les rivalités, les échecs militaires et l'incapacité à maintenir l'unité sur un territoire trop vaste. La fragmentation en 4 khanats. Après la mort de Gengis Khan, l'empire avait été confié à ses fils, mais le rêve d'unité commença à se fissurer dès la génération suivante. Progressivement, l'empire mongol s'est divisé en 4 grands khanats. La Horde d'Or, fondée par Batu Khan qui domina la Russie et l'Europe de l'Est. Pendant plus de 2 siècles, les princes russes payèrent tribut aux Mongols avant de se libérer. L'Ilkhanat de Perse, établi par Ulugh Khan qui régna sur la Perse et le Moyen-Orient. Il fut prospère mais finit par s'effondrer face aux révoltes locales et aux invasions turques. Le Khanat de Jagatai, en Asie centrale, qui resta fidèle aux traditions nomades, mais connut de nombreuses divisions internes. La dynastie Yuan en Chine, fondée par Kubilai Khan, qui régna sur l'ensemble de la Chine, mais fut renversée en 1368 par la dynastie Ming. Ces 4 entités, bien qu'issues de la même dynastie, se considéraient comme indépendantes. L'autorité du Grand Khan devint de plus en plus symbolique, jusqu'à disparaître complètement. La fin de la dynastie Yuan en Chine, la chute la plus emblématique fut celle de la dynastie Yuan. Si Kubilai Khan avait réussi à imposer son autorité et à briller comme un empereur bâtisseur, ses successeurs n'avaient ni son charisme ni sa vision. Peu à peu, les Yuan perdirent le soutien du peuple chinois. La fiscalité écrasante, la corruption et les catastrophes naturelles alimentèrent un climat de révolte. Dans les campagnes, des mouvements insurrectionnels comme celui des Turbans rouges se multiplièrent. Finalement, en 1368, les rebelles prirent Pékin et fondèrent la dynastie Ming, forçant les derniers Khans à fuir vers les steppes de Mongolie. Cet événement marqua symboliquement la fin de l'hégémonie mongole en Asie. Le déclin de la Horde d'Or,
La Horde d'Or, qui avait dominé la Russie pendant plus de 2 siècles, connut elle aussi une lente agonie. Les princes russes, notamment ceux de Moscou, gagnèrent progressivement en puissance et finirent par se libérer de la tutelle mongole. La bataille de Koulikovo en 1380 symbolisa ce tournant. Bien que la Horde reprenne le dessus peu après, le prestige des Russes grandit. Finalement, au XVe siècle, la Horde se fragmenta en plusieurs khanates plus petits, Kaskazan, Astrakhan, Crimée, facilement vaincus plus tard par les empires émergents, comme celui des Tsars. Les Ilkhanides et les Djagatai, l'Ilkhanat de Perse, prospère au XIIIe siècle, s'effondra au milieu du XIVe siècle, miné par les rivalités internes, les crises économiques et l'absence d'héritiers solides. La Perse tomba ensuite aux mains de nouvelles dynasties turco-persanes. Le Khanat de Djagatai, situé en Asie centrale, connut lui aussi un déclin progressif, affaibli par les divisions tribales et l'arrivée de nouveaux conquérants comme Tamerlan, qui reprit une grande partie de leurs terres. Les facteurs de la chute. La chute de l'empire mongol s'explique par plusieurs facteurs combinés. La surextension territoriale. Contrôler un territoire aussi immense était pratiquement impossible. Les luttes de succession. Chaque mort d'un khan déclenchait des querelles fratricides. Les révoltes locales, les peuples conquis n'acceptèrent jamais vraiment la domination mongole. La peste noire, en réduisant la population et en affaiblissant l'économie, elle accéléra le déclin. La perte de l'esprit des steppes. Les élites mongoles, installées dans le luxe des palais, perdirent peu à peu la discipline et la rudesse qui avaient fait leur force. Une transformation plutôt qu'une disparition. Cependant, il serait réducteur de dire que l'empire mongol a simplement disparu. En réalité, il s'est transformé. Les khanats qui lui ont succédé ont continué à influencer la politique, la culture et l'économie des régions qu'il contrôlait. De plus, l'esprit mongol a survécu dans les récits, les traditions et les mémoires collectives. La Russie, la Chine, la Perse, l'Inde et même l'Europe ont été profondément marqués par leur passage. 6. Impact et héritage du monde mongol. Aujourd'hui, quand on évoque les Mongols, l'image qui vient souvent à l'esprit est celle de cavaliers redoutables, parcourant les steppes et semant la terreur. Pourtant, réduire leur héritage à la violence serait ignorer l'immense influence qu'ils ont eue sur la civilisation mondiale. Bien que l'Empire ait disparu depuis des siècles, ses effets se ressentent encore aujourd'hui, tant sur le plan géopolitique que culturel, économique et même génétique. 1. Une géopolitique redessinée. L'expansion mongole a profondément modifié la carte du monde. En Chine, la dynastie Yuan, fondée par Kubilai Khan, a marqué une rupture. Même après sa chute, certaines réformes administratives et commerciales introduites par les Mongols ont été conservées par la dynastie Ming. En Russie, la domination de la Horde d'Or a façonné l'émergence d'un pouvoir centralisé autour de Moscou qui finit par donner naissance à l'Empire russe. En Moyen-Orient, l'Ilkhanat de Perse a été un carrefour de culture, mêlant traditions persanes, turques et mongoles. Cela a préparé le terrain à l'émergence d'autres puissances, comme les Ottomans. En Asie centrale, les khanats mongols ont laissé une empreinte durable sur la culture nomade, encore perceptible aujourd'hui dans les républiques modernes, Kazakhstan, Mongolie, Ouzbékistan. En somme, les Mongols ont contribué à façonner l'identité géopolitique de vastes régions, et leurs héritiers ont laissé des États qui portent encore leur marque. 2. L'héritage économique, la Pax Mongolica. L'un des apports les plus importants fut l'instauration de la Pax Mongolica, pèse mongole. Sous Gengis Khan et ses successeurs, malgré la brutalité des conquêtes, une fois les territoires soumis, la sécurité des routes commerciales était assurée. La route de la soie connut alors un essor sans précédent. Marchands arabes, persans, chinois, indiens et européens pouvaient circuler avec une relative sécurité. Des innovations comme la poste impériale mongole, avec relais de chevaux, facilitèrent la circulation des informations et des marchandises. Des produits tels que la soie, les épices, les porcelaines, mais aussi des technologies, papier, poudre à canon, imprimerie, circulèrent plus vite vers l'Occident. Même les idées religieuses et scientifiques voyagèrent et les connaissances arabes en médecine et en astronomie atteignirent la Chine, tandis que les inventions chinoises gagnèrent l'Europe. Cette ouverture économique a posé les bases de la mondialisation avant l'heure. 3e, l'empreinte génétique et démographique. Les Mongols ont aussi laissé une trace biologique.
Des études génétiques montrent qu'environ 16 millions d'hommes dans le monde descendent directement de Gengis Khan ou de ses proches en raison de la pratique polygamique et de l'expansion militaire. Au-delà du cas de Gengis Khan, les mariages mixtes imposés ou volontaires entre Mongols et populations locales ont contribué à un brassage ethnique considérable, surtout en Asie centrale et au Moyen-Orient. Quatrième, un héritage culturel et intellectuel. Si les Mongols ont détruit de nombreuses villes et bibliothèques, ils ont aussi favorisé certains échanges culturels, tolérance religieuse. L'Empire mongol, bien que chamaniste à l'origine, laissa coexister bouddhistes, chrétiens, musulmans et taoïstes. Cette diversité religieuse était exceptionnelle pour l'époque. Langues et écritures. Le mongol s'écrivit d'abord avec l'alphabet ouïghour, mais au fil des conquêtes, il absorba des influences persanes, chinoises et turques. Architecture et art. Les Mongols adoptèrent souvent le style des peuples conquis. En Chine, ils construisirent de grandes capitales, comme Khanbalik, l'actuel Pékin, tandis qu'en Perse, ils laissèrent des monuments qui témoignent encore de leur passage. Cinquième, l'image dans l'histoire et la mémoire. Aujourd'hui, la perception des Mongols varie selon les régions. En Europe, ils restent souvent associés à la peur et à la destruction à cause des récits chrétiens médiévaux. En Russie, ils sont vus comme un joug, mais aussi comme un facteur qui a contribué à forger l'État russe. En Chine, Kubilai Khan est considéré comme un empereur légitime, bien que d'origine étrangère. En Mongolie, Gengis Khan est un héros national, symbole d'unité et de puissance, dont le nom est partout. Aéroport, vodka, billets de banque. 6. Un héritage mondial encore vivant. Au XXIe siècle, l'influence mongole se manifeste encore. Dans les sciences historiques, les chercheurs continuent d'étudier comment la Pax Mongolica a préparé l'essor des grandes explorations européennes. Dans la culture populaire, films, romans et jeux vidéo reprennent la figure de Gengis Khan comme symbole d'un conquérant implacable. En politique, la Mongolie moderne revendique fièrement cet héritage, se présentant comme un pays à l'histoire prestigieuse malgré sa taille modeste. Ainsi, l'impact mongol ne se limite pas à un souvenir lointain de cavaliers destructeurs. Ils furent aussi des bâtisseurs d'échanges, des pionniers de la mondialisation et des acteurs majeurs dans la construction du monde moderne. Leur héritage se lie dans la géopolitique, l'économie, les cultures et jusque dans l'ADN de millions de personnes. Alors, que retenir de cette fabuleuse épopée ? L'Empire mongol n'a pas seulement été le plus vaste empire terrestre de l'histoire. Il fut une tornade qui a bouleversé des continents entiers, redessiné des frontières, provoqué des destructions, mais aussi favorisé des échanges sans précédent. Du petit garçon orphelin des steppes, Temujin, devenu le légendaire Gengis Khan jusqu'à l'apogée de la Pax Mongolica, en passant par les divisions et la chute de l'Empire, cette histoire est avant tout celle de l'ambition humaine, de la résilience et de la volonté d'unir des peuples disparates sous une même bannière. L'héritage des Mongols est paradoxal. D'un côté, ils furent des conquérants, tout en semant la terreur sur leur passage. Mais de l'autre, ils ont ouvert la voie à une première mondialisation reliant l'Est et l'Ouest, la Chine et l'Europe, dans un réseau d'échanges économiques, culturels et scientifiques. Ce contraste nous enseigne une leçon universelle. Même dans la violence et le chaos, l'humanité trouve des ponts, des passerelles et des héritages qui perdurent. Aujourd'hui, en Mongolie, Gengis Khan est célébré comme un héros national. Mais partout ailleurs, on continue de débattre. Fut-il un destructeur impitoyable ou un visionnaire qui a changé le cours de l'histoire ? Et c'est là toute la magie de l'histoire. Elle ne nous donne pas toujours des réponses définitives, mais elle nous pousse à réfléchir. L'histoire de l'Empire mongol nous rappelle qu'aucun pouvoir, aussi grand soit-il, n'est éternel, mais aussi qu'aucun peuple, aussi petit soit-il au départ, n'est condamné à rester dans l'ombre. Avec de la vision, de la discipline et du courage, il est possible de transformer le monde. Si cette plongée dans l'histoire de l'Empire mongol t'a passionné, je t'invite à liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne, commenter et partager pour soutenir ce travail et continuer à faire vivre l'histoire ensemble. Et toi, que penses-tu de Gengis Khan et de l'Empire mongol ? Était-ce avant tout un fléau destructeur ou une force qui a ouvert la voie à un monde plus connecté ? J'ai hâte de lire ton avis dans les commentaires.